Le Niger, qui était 134e en 2011, se classe 103e cette année au classement mondial des pays selon l'indice de perception de la corruption. Il gagne ainsi 31 places en 3 ans. À suivre dans ce journal un commentaire de la rédaction. À 2 semaines de la célébration de la fête du 18 décembre à Dosso, le ministre d'État, président du comité interministériel chargé de l'organisation de cette fête, a visité hier les chantiers. Objectif, faire le point de l'état des travaux. Visite ce matin au groupe de presse Dunia de la directrice du Centre culturel américain. Il s'est agi pour Marissa Scott de s'imprégner des conditions de fonctionnement des médias. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau de la H24 Dunia TV pour cette nouvelle édition d'information. La pratique corruptive recule donc dans notre pays. Au classement mondial des pays selon l'indice de perception de la corruption, le Niger, qui était au 134e rang en 2011, se classe 103e cette année. Ce nouveau classement a donc inspiré un commentaire à la rédaction de Dunia. La corruption est en baisse au Niger. Le Niger gagne 31 points en 3 ans. Ce n'est certes pas la fin de la corruption, mais il est évident qu'il y a un recul de l'indice de perception de la pratique corruptive grâce à la création de la ALCIA, haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières et de la ligne verte. Ainsi partant de l'engagement du Niger à combattre ces mâles qui gangrènent notre société. C'est aussi des éléments tangibles de la volonté du chef de l'État d'en découdre avec l'impunité. À cela, il faut ajouter le cadre juridique, la lutte contre le blanchiment des capitaux à travers la CENTIF. Les résultats du recul de la corruption viennent également corroborer cette réalité. La constance du président Issoufou dans sa vision des problèmes du Niger. Il veut amener les Nigériens à changer d'attitude et adopter une gestion financière conforme à la loi universelle qui favorise la circulation de l'argent dans les affaires, dans le but d'accomplissement plutôt que d'acquisition. Rappelez-vous, dans son programme de candidat à la magistrature suprême du Niger, il s'était engagé à lutter contre tous ceux qui participent à la construction d'une image négative du Niger et à faire du Niger un pays émergent reposant sur des piliers solides. Mais qu'est-ce que la corruption? La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Quelles sont les formes courantes de corruption? Disons d'abord que la corruption peut être active ou passive. Elle est active quand elle consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. Elle est passive quand elle consiste à accepter cet argent. Quelles sont les formes de corruption que l'on peut rencontrer dans les services publics au Niger? On peut citer 3 formes courantes de corruption dans le service public. Le geste, qui consiste pour les fonctionnaires publics de percevoir des pots de vin pour un service qu'il rend à un usager. L'utilisation du matériel de l'État à des fins personnelles, des véhicules administratifs utilisés dans les mariages pour transporter du bois ou le garer pendant de longues heures devant un débit de boisson. L'usage des ordinateurs, des photocopieuses de l'État pour des besoins personnels. La réunion d'échange sur les modalités d'accès aux médias publics initiée par le Conseil supérieur de la communication CSC se poursuit. Ce matin, le président du CSC a reçu les organisations de la société civile. Le compte rendu avec Halima Abdou et Issa Hassan. Dans sa série de rencontres d'échange sur les modalités d'accès aux médias publics,
Le Conseil supérieur de la communication a reçu ce jeudi 4 décembre les organisations de la société civile après les partis politiques et les centrales syndicales. Occasion pour le président de revenir sur les conditions d'accès aux médias publics ainsi que les différents types de couverture. La première condition à remplir, c'est d'abord disposer d'une existence légale. Une fois cette condition satisfaite, nous avons deux catégories de couverture. La première catégorie, c'est la couverture des activités à titre gratuit. Et la deuxième catégorie, c'est la couverture à titre payant. Les activités qui peuvent faire l'objet de couverture à titre gratuit, quand il s'agit d'activités organisées par les instances nationales. Cette condition est satisfaite. Il y a de manière limitative des activités que la délibération a énumérées. Il s'agit notamment donc des congrès, vous avez les déclarations, vous avez les meetings, les points de presse et les conférences de presse. Voilà ce que la délibération avait fixé comme activité, donc qui font l'objet de couverture à titre gratuit. En dehors de ces activités-là, toutes les autres activités qu'une association ou une ONG ou un collectif d'associations peut organiser peuvent faire l'objet de couverture par les médias publics, mais à titre payant. Par ailleurs, il a aussi évoqué avec les représentants des organisations de la société civile les modalités d'accès aux médias publics. Et qu'elle souhaite au Conseil supérieur de la communication. Et cette demande donc doit être signée, cachetée et porter les adresses et les contacts de la structure demanderesse. Cela pour nous permettre, justement, en cas de difficulté, de prendre contact avec cette structure pour des compléments d'information. Et cette demande doit être adressée au Conseil supérieur de la communication 48 heures avant l'événement. Les organisations de la société civile saluent cette initiative, mais déplorent, tout comme le président du CSC, l'absence de la plupart d'entre elles. Au niveau des réseaux et des associations, n'est-ce pas, de la société civile, nous avons déploré effectivement l'absence de beaucoup des acteurs de la société civile, n'est-ce pas, qui n'ont pas vraiment assisté à cette rencontre. Et cette initiative peut effectivement contribuer à un changement de comportement au niveau des acteurs de la société civile. Parce que souvent, vous savez, quand vous demandez une couverture médiatique, comme il a eu à l'expliquer, et que votre couverture a été rejetée, vous ne savez pas à tort ou à raison, donc vous avez, ça crée une frustration, je l'ai dit. Mais avec l'explication qu'il a eu à nous donner, qu'effectivement au niveau de certains articles, il y a les activités qui sont concernées par rapport à la gratuité et les activités qui sont payantes au niveau du Conseil. Donc ça, là, vraiment, beaucoup de ceux qui ont assisté, ils ont compris effectivement pourquoi leurs couvertures, n'est-ce pas, médiatiques ont été rejetées. Donc maintenant, ils vont changer de comportement. Aux organisations de la société civile de tenir compte des observations faites par le CSC pour un meilleur accès aux médias publics. Et veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Ouverture officielle ce matin du séminaire de renforcement des capacités des animateurs du cadre permanent de dialogue politique. Un séminaire organisé par le secrétariat permanent du Conseil national de dialogue politique CNDP dans le cadre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance et financé par le gouvernement japonais à travers le PNUD au Niger. Le compte-rendu est signé Aïssa Ibrahim et Munkaila Tidjani.
Ce séminaire a pour but de contribuer au renforcement des capacités des animateurs du cadre permanent de dialogue politique, des structures de coordination des regroupements politiques et des animateurs des débats politiques au sein des médias afin d'accroître leur capacité d'influence dans leurs groupes sociopolitiques respectifs et d'approfondir le dialogue politique interparti. Ce séminaire constitue un appoint pour une mise à jour des connaissances de l'ensemble des participants. Ainsi, les différents thèmes qui seront traités vont participer à consolider les connaissances des animateurs en matière de bonne gouvernance. Ces thèmes sont la notion de l'État, la notion de l'État de droit, la notion de la démocratie, la notion de la République, les régimes politiques, l'évolution constitutionnelle du Niger, les partis politiques dans la démocratie, le fonctionnement des partis politiques, la communication des partis politiques, les défis, l'organisation et le management des partis politiques. Ces différents thèmes permettent de faire le tour de la question de la gouvernance sociopolitique au Niger. Le Conseil national de dialogue politique, cadre par excellence de concertation, de conciliation et d'échange entre les acteurs politiques nigériens, offre l'opportunité de prévenir et de régler les conflits politiques en même temps que la Constitution et la charte des partis politiques. À travers ce séminaire de formation, le CNDP entend outiller les acteurs politiques participants en connaissance et stratégie politique dans la perspective d'améliorer leurs compétences et de les préparer à être les ambassadeurs de conciliation de la paix et de prévention du conflit. Avant de terminer mon propos, je voudrais une fois de plus, au nom de hautes autorités de la secteur public, réitérer nos vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers, en particulier les PNUD, pour leur appui constant et multiforme au CNTP. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire de renforcement des capacités des animateurs du cadre permanent du dialogue politique. Je vous remercie. Cette session de formation d'une durée de 3 jours a pour objectif de promouvoir des mécanismes de prévention des conflits sociopolitiques au Niger et vise principalement le renforcement des capacités des acteurs politiques et rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance dans le Sahel. Un projet né de la coopération entre le cabinet du Premier ministre et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Visite d'inspection de 24 heures hier à Dosso du ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel de l'organisation chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre sur les infrastructures devant donc abriter les festivités du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Objectif, faire le point de l'état des travaux. Le récit est signé Aoussi Abdraman et Seignaï. Accueilli au village de Kodo par les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso, le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre, accompagné par le ministre des enseignements professionnels, se sont rendus sur les sites qui seront bientôt en phase d'équipement et devant abriter les festivités de la proclamation du 56e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays. Visite qu'ils ont commencé par la cité du 18 décembre où 100 logements sont en construction, puis à l'arène de lutte Salmatan Rani, au stade régional, au camp de la garde nationale, à l'aérodrome, à la tribune officielle, à la maison des jeunes et de la culture, à la case de passage présidentielle, à la résidence du gouverneur, à l'école normale, à l'hippodrome, au sultanat et à la grande mosquée de Dosso. Le ministre d'État à la présidence, qui a reçu des explications au niveau de tous ces chantiers qui sont à terme, tire le bilan de sa visite. Nous sommes tenus de venir voir la situation des différents chantiers. Et comme d'habitude, nous avons essayé de faire le tour pour voir cette évolution et éventuellement apporter le tonus nécessaire pour finaliser tous ces chantiers et qu'ils soient disponibles, surtout que les infrastructures du monde soient disponibles à partir du 11 au plus tard. Et Dieu merci, les différentes artères qui avaient été retenues sont toutes traitées et actuellement les gens ou les sociétés sont dans la phase de
finalisation, surtout le traitement des accotements. Nous avons visité les jeunes de la chorégraphie qui vont participer à la grande nuit du 17 décembre. Et je pense que aller voir déjà s'entraîner dans la joie et la fraternité, c'est déjà un signe très fort. Qu'on est déjà en réalité en plein dans les festivités du 18 décembre. Il y a un certain nombre de choses que chacun de nous doit également apprécier. C'est le cas par exemple du don spontané que vient de faire le ministère de la Santé à l'endroit de ces jeunes qui sont actuellement à pied d'œuvre donc dans le cadre de leur chorégraphie. Et à peu près 300 et quelques moustiquaires imprégnés leur ont été distribués pour les protéger aussi des affres du paludisme, qui est une épidémie que nous connaissons tous. Malgré quelques préoccupations, les préparatifs de la fête du 18 décembre prochain à Dosso se veulent désormais un modèle pour les autres régions, car beaucoup d'innovations et d'expérimentations sont en cours. Les jeunes et les femmes sont fortement mobilisés. Et à ce titre, le ministre d'État, qui était accompagné par le ministre de la Santé, ont rendu visite aux jeunes chorégraphes de la fête du 18 décembre qui ont reçu des mains du ministre de la Santé 320 moustiquaires pour lutter contre le paludisme. L'ensemble des Nigériens doivent conjuguer leurs efforts pour contribuer à la réussite de tous les événements nationaux. La directrice du Centre culturel américain, Marissa Scott, était ce matin dans les locaux de votre groupe de presse Dunia. Cette visite fait suite à celle déjà entreprise dans d'autres organes de presse et l'objectif est de s'imprégner des conditions de fonctionnement des médias. Isidore Panaba, Imran Amega pour le reportage. Elle est là, dans les couloirs du groupe de presse Dunia. Elle, c'est la directrice du Centre culturel américain CCA. À travers cette visite, Marissa Scott veut s'imprégner de la réalité du travail des journalistes. D'abord, c'est faire une idée des différentes prestations qu'offre le groupe Dunia et le fonctionnement des différents services. Ensuite, s'inquiéter des conditions de travail des agents. De la direction générale à la rédaction, en passant par les cabines techniques de la télévision et de la radio, ainsi que les plateaux télé et le studio radio, Marissa Scott a constaté de visu les merveilles du groupe Dunia. Within the transmitter, we change it in another. Right. Donc ça c'est le satellite. Voilà, on travaille sur le logiciel Final Cut Pro, un logiciel de montage vidéo. Okay. Final Cut. Final Cut, voilà. Everybody. That's good. Nous sommes en réseau. Avec une fois qu'il y a un fichier ici, on peut avoir de l'autre côté. Et voilà, là-bas, je vois que les journalistes viennent ici, on vient pour monter les gens. Donc c'est Moudi Moussa qui va présenter. En édition Youssouf, à 20h, ça sera Amina, en édition Amina. Et là, ce sont les journaux en langue. Là, c'est le journal parlé, c'est-à-dire la radio. On a 3 éditions. Elle aussi, elle est en master. En même temps, elle travaille ici et elle prépare son master. Ah, très bien. Pour le besoin de rediffusion. Ici, vous avez le matériel, c'est des amplificateurs et un SR téléphonique qui nous permet de prendre les appels pour les émissions interactives où les auditeurs peuvent appeler et discuter avec l'animateur ou le journaliste. Donc ici, c'est une technicienne que vous voyez ici, il se relève pour la permanence. It's on Thursday today, like just let me say after the news on 9 p.m. And Friday I do present another program where I translate American music into French. The program. En recevant la directrice du centre culturel, le directeur général de la toute première chaîne de télévision privée émettant 24 heures sur 24, s'est dit honoré. Ainsi, Marissa Scott entend avec cette visite entreprise dans les différents organes de presse nouer d'excellents rapports avec la presse nigérienne.
Après les explications données par les différents responsables des services, à chaque étape de sa visite, la directrice du centre culturel s'est dit satisfaite. During my visit here, I've observed that there's a very stellar plan of action in place at Dunia, that there's clear leadership, there's an action plan for developing and training the staff, and that's really important for the growth and development of Dunia TV as a whole. Le centre culturel américain est aux côtés des médias nigériens, notamment avec des dotations en matériel ainsi que des stages de formation et des bourses d'études octroyées aux journalistes. Activité politique, gigantesque meeting samedi dernier du PNDS Tareya à Konni. Il s'agissait pour les militants d'apporter leur soutien au président Issoufou Mahamadou et à la 7e République. L'ambiance de ce grand rassemblement avec les images de Dambaba. kowa san daya saboda shi yasa idan ɗaya inda ya saka ya ce abu dole ya yin tafiya zaman lahiya su taso gaba da su shiga ta mun ka zo yau don mu gwadi kanmu a cikin departement da Konni da suna yin tafiya zaman lahiya mai goyon bayan gwamnati don kasanmu ta ci gaba. Duk wanda bai son kasa ta ci gaba zai zama kwantar na PNDS tarayya. Kenan duk wanda yake son kasanmu ta ci gaba shi zai goyon bayan jamhuriyar ta bakwai. Duk wanda ke ma Allah ya san Muhammadu Yusufu yana aiki. Aikin da ya yi ba president cikin Nijar da bai hau ba da bai ce sai mana hayya jirgin kasa, amma ba mu taba ganin ta ba, amma yau duk wanda bai hayyan ya mai ya gane ta da idanun shi. Nous, population du département de Birnin-Konni, à savoir la commune rurale d'Alela, la commune rurale de Bazaga, la commune rurale de Sanawa et la commune urbaine de Birnin-Konni, saisissons cette occasion autour de ce géant meeting pour apporter notre soutien total et indéfectible au programme de la renaissance de son Excellence Al-Haji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État. Témoigner toute notre reconnaissance et une profonde gratitude au président de la République et au gouvernement d'union nationale de son Excellence Birji Rafini pour toutes les réalisations faites au titre du département de Birnin-Konni. Abin nan da suke yi ba gaskiya ba, president yana bisa lokaci ne, suna yan adawa suna son su hidda shi. Nan wanga ni aka ce mishi da ya shekara 10, to mi an kai mai Isu ya yi shekara 9 shina cikin siyasa, bai samu ba shina hankuri. Waya tuta ma, waya yi ma shari, waya yi ma karya, amma su ga sunan su yi karya wagga, su yi karya wagga. Da kowa cikin kasar Nijar kowa na da incin kai ne. Ba adare na da, ba gobiri na da, billace na da, kasa duka kasa ce. A yi noma, a yi kiyo, a bar don Allah kwarmato ba ta da kyawu.
Le phénomène de l'insalubrité dans la ville de Niamey continue son bonhomme de chemin. Se rendre dans certains quartiers de la ville de Niamey relève d'un véritable parcours de combattants. Des ordures ménagères jetées ça et là, entravant du coup le passage des véhicules. Le constat dans ce reportage de Yima Seibou et Ibrahim Idi. L'insalubrité refait surface dans la ville de Niamey. C'est le cas notamment du quartier Rekazma, menant vers la station Petroleum Oriba jusqu'à la voie menant à la plaque de la clinique Noma, où le constat est désolant. Des ordures ménagères jonchant la voie et obstruant du coup la circulation. Le même phénomène s'observe également à Bobiel, derrière le SOS Village d'enfants, où l'insalubrité gagne du terrain. Une situation qui ne laisse pas indifférents les usagers qui en ont le ras-le-bol. C'est vraiment inquiétant. Et puis je crois qu'il ne faut pas responsabiliser les autorités seulement. Même nous devrons aider. Parce que vous voyez, nous sommes là devant de la salubrité. Mais si même l'État répare aujourd'hui, on sait que dans quelques jours, les habitants encore vont ramener. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est d'amener les dépôts et obliger les gens à verser dans les dépôts. Commencer à amender. Tout celui qui ne verse pas sa salubrité dans un dépôt, qu'on amende. Mais l'État doit fournir plus d'efforts pour sensibiliser les gens et avoir beaucoup de dépôts pour la salubrité. Maintenant, moi je reviens, mon plus grand problème c'est la voie. Parce que c'est le fait qu'il y a de la saleté ici que la voie n'est pas praticable. Donc l'État doit faire en sorte que les routes soient praticables. Maintenant, tout le sud devant vous, je viens de casser mon truc de véhicule derrière parce que la voie était impraticable. Depuis la saison de pluie, elle était impraticable. Maintenant, la saison de pluie est passée, elle est devenue pire. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun arrangement sur la voie. Conscient de cette insalubrité grandissante qui ne dit pas son nom, le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de la ville de Niamey rassure que dans les jours à venir, la ville de Niamey, en partenariat avec le comité Niamey-Niala, prendra des mesures draconiennes pour faire face à cette insalubrité. Dans le court terme, c'est ça. On va essayer de faire un quai là-bas où on va placer des conteneurs avec une rampe. Et là, il y aura des surveillances qui permettent tout celui qui vient, il va mettre dans les conteneurs au lieu de déverser ça par terre. Maintenant, quand on parle de long terme, du durable, là, c'est tout le système qu'il faut trouver une stratégie à mettre qui permet de maîtriser carrément les ordures ménagères là, dans toute la ville, pas seulement le point de Bobiel. Donc, vraiment, et là aussi, je crois que nous disposons d'une étude. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de partenaires pour essayer de voir comment on peut trouver des solutions, le financement de la mise en œuvre de cette étude. Toujours est-il dit que très bientôt, il y a des choses qui vont se faire dans ce domaine. Cette insalubrité dans la ville de Niamey, au-delà des autorités municipales, doit non seulement interpeller l'exécutif, mais également la population qui doit prêter une main forte aux autorités municipales dans leurs tâches quotidiennes afin de faire de Niamey une ville coquette comme l'envisagent les autorités à travers l'ambitieux projet Niamey-Niala. Cérémonie de célébration hier matin à la maison de la femme Hawazalaï de Dosso de la 21e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap sous le haut patronage du ministre de la Santé. Initiée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, cette 21e édition a pour thème le développement durable, la prouesse de la technologie. Le compte-rendu est signé Aoussi Abdraman et Séniaï. Par les partenaires au développement du Niger, dont Handicap International, CBM et l'UNICEF, la 21e édition de la Journée internationale des personnes handicapées a pour thème le développement durable, la promesse de la technologie. Cette journée a deux objectifs essentiels, à savoir la mobilisation des énergies pour assurer le respect de la dignité, les droits et le bien-être des personnes handicapées et la sensibilisation du public au bénéfice de l'insertion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie économique,
sociale et culturelle de notre pays. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a affirmé que la Constitution du 25 novembre 2010 stipule en son article 22 que l'État veille à l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Et que dans le même ordre d'idées, l'article 26 précise que l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et de leur réinsertion sociale. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées a mis l'accent sur les efforts consentis sans cesse croissants des gouvernements qui se sont succédés dans le but de réduire les inégalités et la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Depuis 1993, tous les gouvernements qui se sont succédés ont consenti des efforts sans cesse croissants afin de réduire les inégalités et la discrimination à l'égard des personnes handicapées. C'est le lieu ici de leur témoigner notre profonde reconnaissance. Toutefois, 6 ans après la ratification de la Convention, d'énormes défis persistent pour sa mise en œuvre. En effet, il y a lieu de constater la faible volonté politique. Environ 0,7% du budget national est alloué au secteur de la protection sociale. Le faible accès à l'éducation et à la formation, alors que le taux brut de scolarisation a plus que doublé, passant de 35% en 2001 à 79,2% en 2012. Ce taux est cependant moins de 2% pour les personnes handicapées. Certaines catégories de personnes handicapées restent encore en marge du système éducatif national. Représentant la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le ministre de la Santé a, dans l'allocution d'ouverture de cette cérémonie, souligné qu'au plan national, l'ordonnance 93-012 du 2 mars 1993, modifiée et complétée par l'ordonnance 028 du 20 mai 2010, déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. L'application de l'article 21 de cette ordonnance a eu pour conséquence l'intégration directe à la fonction publique de plus de 344 diplômés handicapés entre 2007 et aujourd'hui, et le processus suit son cours. Le thème retenu par notre pays pour l'édition 2014 est le développement durable, la promesse de la technologie. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car l'accès aux nouvelles technologies et d'actualité constitue une source favorisant l'acquisition d'une culture générale. Les personnes handicapées ont besoin de cette culture générale pour renforcer leur potentialité. En vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à la technologie, le ministère a initié plusieurs actions, dont entre autres la création de 8 centres de formation en informatique spécialement conçus pour les femmes valides et celles vivant avec un handicap dans 8 régions du pays. Il s'en est suivi la formation gratuite de nombreuses femmes handicapées, parmi lesquelles certaines sont déjà en activité. L'installation d'une imprimerie Braille opérationnelle au siège de l'Union nationale des aveugles du Niger en vue de garantir la transcription des manuels scolaires, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du bulletin mensuel Info Braille et de l'information des personnes handicapées visuelles sur la vie et le monde. Le ministre de la Santé a ensuite procédé à la remise d'un témoignage de satisfaction au fondateur du complexe solaire Mazayaki et d'une visite guidée au niveau des différents stands d'exposition en vente. Il faut noter que plusieurs activités sont prévues au cours de cette journée. Et c'est cet élément qui met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de la H24. Au revoir.